lorsque l'état de siège a été déclaré, il fallait environ 500 millions de dollars qu'on avait demandé dans un premier temps pour les opérations. Le gouvernement de l'Union sacrée a réduit cette somme à 33 millions. Et pourtant, on a dans ce pays dilapidé près de 500 millions de dollars dans les projets de 100 jours. On sait tous comment ça a fini. On dilapide des millions et des millions de dollars dans des projets qui n'aboutissent jamais. On ne donne pas assez de moyens à l'armée. Chile jaloux, mais on ne donne pas assez de moyens à l'armée. Ce n'est pas moi qui le dis. La commission de défense de l'Assemblée nationale a été claire. L'état de siège a été décrété sans aucun plan. Planification, il n'y avait pas de montage sans aucune financier. planification, sans montage financier conséquent, etc. C'est pas moi qui le dis. Je ne suis pas contre l'état des sièges. Les gens doivent nous comprendre. Au centre, nous pensons que toute initiative qui tende à remettre la paix dans la région de l'Est et à soutenir, c'est par patriotisme que nous soutenons l'état de siège. Mais ça ne nous empêche pas de porter un œil critique, parce que nous ne sommes pas dans la polémique. Et donc, nous pensons qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été accumulées jusqu'ici et qu'avec cette récente attaque des M23 et que le FARDC affirme aujourd'hui, et après capture de ces deux officiers ou soldats rwandais, que les choses vont changer et que finalement, nous allons véritablement œuvrer pour faire émerger une armée capable de nous défendre. Le Rwanda a-t-il dupé la RDC? Kagame a-t-il dupé son ami et frère et peut-être ennemi désormais, Félix Tshisekedi? Des militaires de la Rwandan Defense Force capturés par les FARDC dans le Kivu. Ils apportaient un coup de main au M23. La sulfureuse rébellion qui a repris ses attaques sanglantes à Tchanzu, Runyoni, dans la partie est de notre pays. On va voir tout ça maintenant. Ces rapports privilégiés que nous avions voulu avoir avec le Rwanda, à qui on a pratiquement tout donné et qui ne nous a rien donné en retour. On reviendra sur des questions politiques, électorales, ici chez nous, des réformes qu'il faut envisager à tout prix, le mandat de 5 à 7 ans qui de plus en plus suscite une adhésion auprès de certaines forces politiques. Mais pour quelles raisons, pour quelle finalité? On va tout tenter de tout comprendre. Aujourd'hui avec le docteur Rodrigue Mwamba, qui nous fait l'immense honneur de revenir chez nous. Il est porte-parole du parti politique ou le regroupement politique, le Centre. Hein? Le Centre de Germain Kambinga. Bienvenue chez nous. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci beaucoup Jean-Pierre de m'accueillir dans ce beau cadre de cette belle chaîne non à la balkanisation. Merci beaucoup. On est très honoré par votre présence. Comment vous allez? Comment se porte le centre? Combatif. Le chairman lui-même. Très combatif. En tout cas, nous travaillons beaucoup, dans le silence bien sûr, mais nous travaillons beaucoup parce que les échéances électorales, c'est très bientôt. Et le centre a besoin, en tout cas envie, d'exister sur le microcosme politique congolais. Et donc nous nous battons beaucoup et nous travaillons avec acharnement pour pouvoir être prêts à ces échéances électorales. Le problème maintenant, c'est qu'on ne sait pas trop vous situer. On ne sait pas, est-ce que vous êtes toujours au FCC? Est-ce que vous avez quitté? Est-ce que vous lorgnez l'Union sacrée? Ou vous êtes redevenu au centre? Comme l'indique la dénomination de votre regroupement. Si nous nous battons, bien sûr, c'est parce que justement, nous ne voulons pas être catégoriques. Vous savez, c'est normal que vous dites cela parce que dans l'imaginaire des Congolais, c'est difficile à imaginer la répartition des chapelles politiques en dehors de toutes ces grandes chapelles que vous avez citées. Si nous avons choisi notre voie, qui n'est pas la voie du FCC ni de l'Union sacrée, et encore moins de la MOUCA, c'est parce que justement nous pensons que nous sommes capables d'apporter du neuf dans le débat politique. Maintenant, oui, le moment encore venu... faut-il être audible maintenant. Effectivement, c'est pourquoi je dis que nous sommes combatifs, parce qu'il faut à la fois, oui, être audible, faire du bruit, mais aussi et surtout avoir les connexions nécessaires pour pouvoir correctement se lancer. Et le moment venu, avec les connexions qui sont en train d'être prises, nous annoncerons
avec qui nous ferons alliance. Loi électorale oblige, il faudra que les grandes coalitions se forment pour pouvoir atteindre les seuils s'il est maintenu. Et la tendance, c'est à flirter avec le pouvoir. Il n'y a aucune tendance. La seule conviction que nous avons aujourd'hui, c'est de défendre nos idées. Nous avons lancé les 100 propositions et c'est dans ce cadre-là que je suis ici pour défendre ce que sont nos idées, les idées du président Germain Kambinga, les idées du centre. Même si vos idées qui se rapprochent un peu plus des thèses défendues par le régime. Vous verrez, par moments, elles peuvent se rapprocher de ce que le régime pense. Par moments, elles se rapprocheraient de ce que la principale force d'opposition pense. Je parle du FCC et donc de son autorité morale Joseph Kabila. Vous verrez dans le débat et ce sera à vous de juger. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Docteur Rodrigue Mwamba, porte-parole du centre. Et j'espère que celles et ceux qui nous regardent vont passer un excellent moment de télé. Ce n'est jamais du raté avec vous. Mais on tourne cette émission pendant qu'on est tous à la fièvre du match retour. Hein. Nos léopards qui vont devoir se mesurer face aux Marocains. La fièvre monte, même si je ne sens pas une très très grande mobilisation à Kin pour ce match retour. Je ne sais pas si les gens sont convaincus que nous ne l'emporterons pas. Vous savez, c'est normal, c'est quand même plus de 30 ans après, ou même 40 presque. 40, la dernière fois, je crois que c'était en 74 ou quelque chose comme ça. À la Coupe du Monde, donc c'est un enjeu, vous comprenez, extrêmement important pour les Congolais. Et ce que nous avons vu ici n'a pas donné beaucoup d'espoir, mais n'oublions pas que la nation congolaise est une nation qui surprend. On a déjà battu la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire, on a déjà fait des exploits et je pense qu'en tant que Congolais et patriotes aujourd'hui, nous devons rester optimistes, unis comme un seul homme derrière nos léopards, nos 11 nationaux et je suis persuadé en tout cas que si cette unité nationale est effective et que nous transmettons cette énergie positive à ceux qui sont au Maroc, nous aurons des très bons résultats ce soir. Après les jeux que les Fauves nous ont offerts ici, vous pensez qu'ils peuvent faire mieux sur un terrain étranger? Je ne pense pas que l'adversaire était bien meilleur, voyez-vous, c'est cela. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a des petites failles chez eux sur lesquelles nous pouvons nous accrocher. Je ne suis pas analyste footballistique, mais c'est ma lecture, c'est celle que j'ai faite. Donc il y a quand même des failles à exploiter chez eux et si nous nous accrochons à chacune de ces failles de manière méticuleuse, eh bien nous pouvons faire quelque chose. Bien évidemment, on va passer, on ne sait pas ici si le président Tshisekedi a fait le déplacement du Maroc ou pas. Il s'était annoncé lui-même, hein. Il a dit aux joueurs qu'il sera là. Même si certaines langues allaient dans le sens d'évoquer une possible annulation de son déplacement. Mais nous pensons que ce qui importe, ce n'est pas qu'il soit là ou pas, mais que les joueurs reçoivent leur prime et qu'ils aient le moral au zénith. Donc pour affronter ce match important une fois au mondial, le peuple pourrait peut-être pendant un jour ou deux oublier le social qui n'arrive pas. Mais parce qu'on parlait du social, je voudrais qu'on évoque la situation qui se passe au Kivu. Je voudrais, avant d'évoquer d'ailleurs cette situation, que l'on regarde cette déclaration de l'armée, notre armée, les FARDC, le porte-parole de l'armée dans la province du Nord Kivu, qui fait le compte-rendu des résultats des dernières opérations dans la région, la nuit du 27 au 28, qui a été particulièrement meurtrière, avec une attaque du M23 sur les positions de l'armée congolaise. Et vous allez voir que 2 éléments rwandais ont été capturés. Regardons cette déclaration de l'armée, on se retrouve. Ensuite, docteur, vous allez commenter. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, les RDF, a mené des incursions et attaqué les positions des FARDC de Tchanzu et Runyonyi dans les territoires de Rutshuru. Au cours de ces attaques, les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main sur 2 militaires rwandais. Il s'agit de l'adjudant Abiyarimana Jean-Pierre, matricule AP
de 27 779 et du soldat de rang Uwajeneza Muhindi John alias Wadje. Les deux soldats rwandais sont là-bas, je vous les présente. Ça, c'est l'adjudant Abiyarimana. Et l'autre là, c'est soldat de rang appelé Uwajeneza Muhindi John. Ce sont les deux qui ont été capturés au combat dans les territoires de Rutshuru. Tous sont du 65e bataillon de la 402e brigade d'infanterie des forces de défense du Rwanda. Ces deux sources crédibles précisent les noms de leur unité et l'identité de leurs commandants de bataillon et de brigade. Le 65e bataillon et la 402e brigade, commandée respectivement par le lieutenant-colonel Rurindo Joseph et le général Nkumbito Eugène, sont basés à Jarama, au camp militaire Kibungo, au Rwanda. Au regard des informations fiables fournies par ces deux sources crédibles, les FARDC s'interrogent sur le sens de la mutualisation des efforts en vue des opérations conjointes avec un partenaire qui ne respecte ni ses engagements vis-à-vis de la RDC, encore moins sa propre parole à l'occasion des différentes rencontres et échanges entre leaders à tous les niveaux. Alors, docteur Rodrigue Mamba, ce qu'il faut dire ici, c'est que le M23 est de retour et en force. Vous savez ce que je note premièrement de ce retour du M23, c'est que peut-être que finalement, le pouvoir va se réveiller. Je ne vais pas aller dans la polémique. Les gens aiment la polémique, mais je crois que depuis que ce pouvoir est arrivé, il y a eu un contraste. Pas seulement avec ce qui se faisait avant, l'attitude que l'ancien pouvoir avait face aux Rwandais, ou je veux dire au Rwanda. Je n'aimerais pas face au Rwanda, à son dirigeant, le peuple rwandais dans les choix d'un dictateur, parce qu'il faut le dire, Paul Kagame est un dictateur. Et je ne crois pas que tous les Rwandais sont à mettre dans le même sac. Donc, face à Kagame, l'ancien pouvoir de Joseph Kabila avait une certaine fermeté. Et Kabila était un peu méfiant, ferme et méfiant. Et assez méfiant. Avec raison, parce qu'il y avait comment je dirais, des rapports des Nations Unies même, des ONG qui faisaient état de cette déstabilisation, que cette déstabilisation de l'Est de notre pays était soutenue, alimentée par nos voisins, à la fois du Rwanda, de l'Ouganda, etc. Il existe des rapports là-dessus. Et Félix Tshisekedi, lui, a fait le choix de la proximité. Allons avant que Félix Tshisekedi n'accède au pouvoir, quelle était la position de l'UDPS? La position de l'UDPS était une position totalement hostile à Paul Kagame, totalement hostile au pouvoir du Rwanda. Et ce qu'a fait jusque-là l'UDPS au pouvoir est en totale contradiction avec ce qu'il nous disait avant d'accéder au pouvoir. C'est un contraste total. Le dynamisme, le réalisme. Moi, je veux bien qu'on appelle ça geste de bonne volonté, du dynamisme. Mais aujourd'hui, j'espère qu'on va très vite se rendre compte que la voie qui avait été empruntée, celle d'une sorte de pacifisme, s'il faut dire les choses comme ça, était une erreur. Et qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a commis une erreur en faisant une sorte de profil bas face à Kagame, en l'approchant, en voulant faire engager des bonnes relations, les relations de bon voisinage avec lui. Je pense tout simplement qu'il y a eu... Est-ce qu'on n'a pas fait suffisamment de gestes de bon voisinage dans le passé? Pas seulement parce que c'était Kabila, mais est-ce que ce n'est pas Joseph Kabila qui, sous son pouvoir, l'armée rwandaise est venue sur notre territoire pour traquer les soi-disant FDLR? Est-ce qu'il y a plus bon geste de bonne volonté que celui-là? Est-ce que nous n'avons pas, nous, été à l'initiative de la CIRGL? Est-ce que nous n'avons pas fait tous les actes de bonne volonté que nous pouvions faire à l'époque? Il était temps, moi je pense, de comprendre, pas de devenir agressif, mais de rester ferme envers Paul Kagame et de faire évoluer notre diplomatie. Je pense que cette erreur-là doit être réparée. Ce que nous pensons au centre, c'est justement, en dehors du fait qu'il faut aujourd'hui œuvrer pour pouvoir
faire émerger notre armée et que ce soit une armée capable de défendre les populations, parce qu'il faut quand même dire, hein, lorsque l'état de siège a été déclaré, il fallait environ 500 millions de dollars qu'on avait demandé dans un premier temps pour les opérations. Le gouvernement de l'Union sacrée a réduit cette somme à 33 millions. Et pourtant, on a dans ce pays dilapidé près de 500 millions de dollars dans les projets de 100 jours. On sait tous comment ça a fini. On dilapide des millions et des millions de dollars dans des projets qui n'aboutissent jamais. On ne donne pas assez de moyens à l'armée. Chile gelou, mais on ne donne pas assez de moyens à l'armée. Ce n'est pas moi qui le dis. La commission de défense de l'Assemblée nationale a été claire. L'état de siège a été décrété sans aucun plan. Planification, il n'y avait pas de montage sans aucune financier. Planification, sans montage financier conséquent, etc. C'est pour moi qui le dis. Je ne suis pas contre l'état des sièges. Les gens doivent nous comprendre. Au centre, nous pensons que toute initiative qui tende à remettre la paix dans la région de l'Est et à soutenir, c'est par patriotisme que nous soutenons l'état de siège. Mais ça ne nous empêche pas de porter un œil critique, parce que nous ne sommes pas dans la polémique. Et donc, nous pensons qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été accumulées jusqu'ici et qu'avec cette récente attaque des M23 et que les FARDC affirment aujourd'hui, et après capture de ces deux officiers ou soldats rwandais, que les choses vont changer. Et que finalement, nous allons véritablement œuvrer pour faire émerger une armée capable de nous défendre. D'abord, selon le centre, quelle devra être notre position face à un ami encombrant? Quelle devra être notre position face au Rwanda? J'en viens parce que c'est là que je vais chuter, parce qu'il faudrait finalement que nous ayons une position par rapport à cet ami encombrant. Mais il faudrait dire qu'il y a beaucoup de choses qui traînent encore dans les tiroirs pour faire émerger notre armée, notamment cette loi sur la programmation militaire, qui est une programmation pluriannuelle et qui montre le sens d'ailleurs, ce que nous voulons faire de notre armée, qui lui donne une véritable mission sur plusieurs années. Nous, au centre, nous disons qu'il faut même, en dehors des circuits budgétaires connus, que nous puissions dégager des quotités d'argent pour pouvoir directement financer les opérations des FARDC. Il faut aujourd'hui donner les moyens aux FARDC du point de vue stratégique, du point de vue de la vision et du point de vue des finances pour que nous puissions justement relever ces défis. Mais maintenant, notre deuxième proposition, c'est justement quelle est notre attitude maintenant par rapport à Paul Kagame, par rapport au pouvoir du Rwanda. Hein. Vous comprendrez que j'évite de parler du peuple rwandais, parce que je ne le sens pas. Le peuple rwandais n'en a pour rien, c'est leur dirigeant. C'est Paul Kagame et son pouvoir, eh bien c'est la fermeté. Joseph Kabila a été ferme. Eh bien il nous faut être suffisamment ferme contre le pouvoir de Paul Kagame. Mais il faut faire ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Lorsque les Rwandais, c'est vrai qu'ils nient les massacres qu'ils ont commis au Congo. La guerre du Congo, c'est la deuxième guerre la plus meurtrière au monde après la Deuxième Guerre mondiale. C'est 6 millions de victimes depuis près de 20 ans. Les Rwandais, ils ont eu environ 800 000 Tutsis qui ont été tués. Je ne minimise pas ce qui s'est passé là-bas, c'est affreux. Mais ils en ont fait tout un travail de communication et de lobbying à l'international. Et cela a été reconnu internationalement. Cela a attiré la sympathie sur eux. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les Congolais nous réveillons, que notre diplomatie puisse mettre la lumière sur les crimes qui ont été commis à l'Est, sur la guerre injuste qui nous a imposée, l'insécurité qui nous a imposée, pour que finalement nous ayons le même type de reconnaissance à l'international, qu'il y ait que le monde entier puisse se pencher sur ces crimes qui sont en train d'être commis à l'est de notre pays. Il faut que les choses changent et pour ça, nous avons besoin d'une diplomatie qui le comprend et qui change de stratégie et un pouvoir qui reste ferme. Et là, on a convoqué l'ambassadeur rwandais Vincent Karega, qui se distingue généralement par un excès de langage. J'espère qu'aujourd'hui, il va se comporter quand même en diplomate. Vous pensez que c'est suffisant? Ce n'est pas trop tôt en tout cas. Vincent Karega aurait dû être convoqué depuis très longtemps, depuis l'époque où Paul Kagame niait les massacres de nos compatriotes à l'Est. La déclaration de Paris. Et effectivement, Vincent Karega aurait dû être convoqué il y a très longtemps. C'est pourquoi je dis, j'espère que ce pouvoir va se réveiller enfin pour voir qui est réellement ceux qui, de manière peut-être un peu
volontariste, je ne vais pas aller dans des termes qui ne sont pas corrects, mais de manière volontariste, ils ont voulu faire la paix, mais ce n'était pas possible. En tout cas, on comprend très bien que le pouvoir de Paul Kagame ne comprend pas le langage pacifiste. Il faut y aller de manière ferme et clairement établir leurs responsabilités dans les massacres de l'Est. Et c'est ça le travail de notre diplomatie. Est-ce qu'on a été dupé dans cette affaire? Dupé, je ne pense pas, parce que finalement, je crois qu'il y a eu de mauvais choix. Parce que je vous rappelle que l'UDPS, avant le pouvoir, était la plus grande, la force politique qui était la plus critique envers les Rwandais. Oui. Voyez-vous. Et ils ont fait exactement le contraire une fois au pouvoir. Donc je pense qu'il y a eu de mauvais choix tactiques ou de stratégie. Et il faudrait que cela soit corrigé aujourd'hui. Vous savez qu'ils ont même applaudi Paul Kagame au stade. Au stade, oui. Ça, c'est donc l'histoire. Mais est-ce que nous avons assez d'épaules pour imposer un rapport de force, docteur Mwamba? Eh bien, les épaules, si on n'en a pas, il faut bien les construire. C'est ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce que sur les 500 millions de dollars, ce sont des rapports vérifiables qui étaient nécessaires pour l'état de siège, on n'en a donné que 30, alors qu'on dilapide l'argent public dans des projets qui n'aboutissent jamais. Au contraire, ce sont des procès pour détournement et puis tous les voleurs ne sont plus en prison. Pourquoi? Donc il y a des choix qu'il faut faire aujourd'hui. Nous avons la capacité, en tout cas les potentialités, et c'est possible, d'avoir les épaules de tenir tête à Paul Kagame. Ça, ce n'est pas impossible. Mais en plus, notre diplomatie doit changer, comme je l'ai dit. Il faut que nous ayons plus de lumière sur les crimes qu'il y a à l'Est. Il faut capitaliser ce que fait Dr Denis Mukwege, par exemple. Il faut capitaliser tout ce qui a été fait autour, le rapport mapping, etc. Tout ce qui a été fait autour des crimes de l'Est, il faut absolument mettre de la lumière là-dessus pour sensibiliser le monde entier sur les crimes que les Congolais subissent à l'Est. Mais quand l'armée, pour la première fois ou la énième fois, cite publiquement le Rwanda, ça voudrait dire que le gouvernement en avait assez et qu'il est peut-être cette fois déterminé à en découdre. Parce que depuis que Félix Tshisekedi est arrivé, on n'a pas pointé le Rwanda. Si le gouvernement en avait assez, je crois qu'ils auraient agi en conséquence. Je viens de vous démontrer qu'il y a, même le Parlement l'a démontré, l'Assemblée nationale l'a démontré, ce gouvernement n'a jamais pris cette question à bras-le-corps. Tout ce qui a été fait jusqu'ici, nous avons l'impression que c'était pour gérer un peu la masse, hein, montrer qu'on fait quelque chose, alors qu'en réalité, rien ou pratiquement rien n'est fait. Donc, il y a un problème avec ce gouvernement. Ils ont échoué là-dessus, mais il y a encore un peu moins de 2 ans, en tout cas jusqu'à 2023, et il est peut-être temps maintenant de se ressaisir. Peut-être que cette attaque du M23, je vous rappelle, qui a été défaite déjà par le FRDC en 2013, dans le passé, c'est tout à fait possible de les défaire et finalement d'aller plus loin. Moi, j'irai même plus loin parce que ce qui entretient ce conflit, ce sont nos mines à l'Est, ce sont des intérêts économiques. Pourquoi ne pas, en dehors de ce que le Rwanda a fait sur son génocide, faire comme le Libéria? Le diamant du Libéria a été inscrit dans le processus de Kimberley. Pourquoi est-ce que nos minéraux, de ce qu'on appelle les minéraux de sang, ne seraient pas aussi inscrits dans un processus, c'est pas le processus de Kimberley, mais un processus de certification, similaire, pour éviter de certification, pour éviter l'alimentation en deniers, en argent de ces groupes armés, parce que c'est cela qui finance et donc entretient l'insécurité à l'est du pays. Bien, voilà. Le Rwanda, certaines sources évoquaient qu'on cherche plutôt à empêcher à l'Ouganda de construire la route Bunagana qui passe également par Tchanzu, Runyoni, jusqu'autour de Goma, parce que cette route est d'intérêt capital pour l'Ouganda, qui puiserait facilement du pétrole chez nous. Et donc le Rwanda veut faire bloc et empêcher à son éternel rival aussi, de piller nos ressources. Est-ce par amour pour nous ou question d'intérêt? C'est des questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas de résultats. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, autour des 13 h à Arusha, en Tanzanie, la délégation de la RDC va signer notre adhésion à la communauté économique des États d'Afrique de l'Est. Ce sera la 4e communauté à laquelle nous serons membres. Le président Tshisekedi les voulait de tous ses voeux. Mais dans une autre émission, je reviendrai sur les désavantages et les avantages de notre admission, notre adhésion
à cette communauté, vous serez là parce qu'il est important qu'on en parle. Mais revenons parce que vous êtes politique, revenons à la situation politique en cours maintenant dans notre pays. Vous, le centre, vous êtes auteur d'une feuille de route que vous appelez 100 propositions. Les 100 propositions. 100 propositions, des sorties de crise ou... Non, les 100 propositions, parce que nous estimons que le Congo est à la croisée de chemin. Ouais. Nous avons fait beaucoup de chemin jusque-là, 3 cycles électoraux, ce sera bientôt le 4e cycle. Et finalement, l'enjeu de ces 4e élections, nous pensons que c'est l'enjeu de développement. Les Congolais ont tout vécu. Les 3 cycles électoraux passés, on a vu pour la première fois un président élu. On sortait d'une dictature, jamais dans ce pays on l'avait fait. Ensuite, on a vu un changement pacifique de pouvoir au sommet de l'État. On a vu même un opposant historique accéder au pouvoir à la place de Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils attendent de tous ces cycles électoraux? Quelque part, nous déchantons parce que les Congolais espèrent qu'à chaque fois qu'il y a élection et que les nouveaux gouvernants viennent, on va finalement les sortir de la misère, mais mieux amorcer le chemin du développement. Et donc nous pensons que pour cela, il faut commencer par assainir le débat public, le débat politique. Et c'est pourquoi nous faisons des propositions, pour essayer de combattre la polémique qui caractérise malheureusement notre espace politique. Le débat politique actuellement rythmé par des polémiques parfois infertiles. Mais en ce qui concerne le débat en cours actuellement, débat relatif aux réformes électorales. En attendant évidemment la proposition sur la loi électorale, il y a un député ou des voix qui s'élevaient pour demander soit le changement de la Constitution ou sa révision. D'ailleurs, Mbikaï, Steve, lui, a eu le courage d'introduire une proposition qui voudrait que l'on déverrouille certaines dispositions de la Constitution en accordant notamment un mandat qui soit un peu plus long au président. Ça pourrait être Tshisekedi ou quelqu'un d'autre, mais il voudrait soumettre ça au référendum. Au niveau du centre, comment vous jugez cette sortie ou ces propositions? D'abord, j'aimerais signaler que Germain Kobinga, qui est le président du centre, a fait, pas la même proposition, mais une proposition de la 4e République en 2017. Et dans cette 4e République, il fallait déjà en 2017, vous appeliez à une 4e République. Nous appelions à une 4e République. Et dans cette 4e République, parmi les réformes majeures, c'est justement le mode d'abord de désignation du chef de l'État. L'on voulait que ce soit les parlementaires. Et comme c'est le cas en Afrique du Sud et en Angola. Et que nous passions d'un mandat de 5 à 7 ans. Je rappelle, beaucoup vont dire pourquoi, etc. Mais c'est très important de réduire les moments d'élection dans notre vie, dans la vie d'une démocratie, en tout cas d'une démocratie comme la nôtre, où les élections, parfois, nous devons faire le choix entre le développement et les élections, du point de vue du coût que cela nous coûte. Hein, les élections nous coûtent énormément. Et je pense qu'il y a eu des réflexions là-dessus, notamment, même Joseph Kabila s'est posé cette question-là. Il y a eu beaucoup de réflexions d'intellectuels congolais et je ne pense pas que ça doit forcément être un sujet polémique. Il faut que ce soit un sujet débattu avec froideur et aussi avec objectivité. C'est donc dans cette optique-là que nous abordons la question, parce qu'il n'est pas, il est hors de question pour nous que ce soit juste une démarche opportuniste, où un certain nombre de politiques, voulant faire les yeux doux au chef de l'État actuel, pensent qu'ils vont eux jouer au fou du roi. Non, c'est une question extrêmement importante. En 2017, vous-même, vous n'étiez pas en train de faire des yeux doux à Joseph Kabila, qui était à l'époque au pouvoir, qui était président de la République, tout comme certains disent de Mbikaï qu'il essaie lui aussi de faire un appel du pied à Félix Tshisekedi. Joseph Kabila était à son 2e ou second mandat constitutionnel. Et donc, et en 2017, on ne savait pas s'il allait partir ou pas. Non, en fait, Joseph Kabila a, par exemple, la loi sur le statut des anciens présidents, c'est en 2015 qu'il est
voté et promulgué. Il n'a jamais donné de signe qu'il ne partirait pas. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait ce procès-là. Moi, vous verrez, j'ai été le défenseur de ceux... En tout cas, j'ai été contre ceux qui disaient que Joseph Kabila préparait son maintien éternel au pouvoir. Je ne l'ai jamais cru. Et aujourd'hui encore, je vous le dis, c'est en 2015 qu'il a préparé la loi sur les statuts des anciens présidents et il a organisé les élections en 2018. Donc ce n'était certainement pas pour lui faire les yeux doux. Nous pensons plutôt que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est une démarche nationale. Parce que c'est une question qui est au-delà d'un certain groupe de politiciens. Et donc, que ce soit cette majorité aujourd'hui qui décide d'un changement de constitution, eh bien, nous nous sommes opposés à cela. Parce que nous savons comment elle est née, cette majorité. Vous ne souhaitez pas que ces réformes passent par... Nous ne souhaitons pas que cela soit le seul apanage de ceux qui sont au Parlement aujourd'hui, parce que ceux qui sont au Parlement aujourd'hui ont perdu toute crédibilité. Comment s'y prendre alors? Nous pensons qu'il faut justement que cela se fasse dans un cadre beaucoup plus large, où il y a des politiques, mais aussi associés des gens de la société civile, un peu comme ça s'est fait sur le modèle Samtiti, pour pouvoir, et des scientifiques surtout, et que cela se fasse sur des bases plutôt objectives et non politiciennes. Eh bien oui, deuxièmement, nous sommes d'accord que cela passe par un référendum. Et c'est possible que ce référendum se fasse au même moment que les élections en 2023. Et troisièmement, pour nous, cette mesure doit entrer en œuvre qu'après le deuxième mandat, je veux dire le mandat 2023-2028. Donc après 2028. Peu importe, c'est lui qui va remporter les élections de 2000. Président de la République après, en 2023, c'est en 2028 que toutes ces réformes seront mises en œuvre. Comme ça, on est à l'abri d'une démarche partisane, mais on comprend très bien le besoin de pouvoir développer le Congo. On ne peut pas continuer à trimballer une constitution qui se comporte comme un boulet à notre pied, alors que nous avons des urgences de développement, alors que nous sommes appelés à être des leaders en Afrique et dans le monde. Est-ce que le problème, docteur Mamba, c'est le temps qu'il faut ou la vision que l'on a? Justement, je pense que le temps, il est important. Important parce que les moments d'élection deviennent beaucoup moins fréquents. Ça, c'est la première chose. Et nous évitons la coïncidence entre l'élection présidentielle et les élections législatives, parce que vous savez, c'est toujours ça, l'éternel débat sur la prééminence des élections législatives, etc. Mais les réformes qui doivent accompagner, parce qu'il ne s'agit pas que de faire d'un mandat de 5 à 7 ans, mais il y a des formes, c'est un paquet de réformes qu'il faut faire pour renforcer à la fois l'action du gouvernement, c'est-à-dire du Premier ministre, pour que celui-ci soit réellement, c'est-à-dire avoir plus de contraintes. Par exemple, sur l'organisation des élections, le Premier ministre ou le gouvernement doit s'engager à dégager des quotités annuelles pour que les élections se tiennent de manière régulière. Sinon, cela entraîne même la chute du gouvernement. Voilà, il faut renforcer des mesures coercitives dans cette nouvelle constitution que nous voulons de la 4e République pour pouvoir justement amorcer, aller vers le développement. Mais je suis d'accord, ce n'est pas qu'une histoire de loi, c'est aussi une question de vision. Mais les visions, je crois que ce sont les sociétés qui les construisent. Nous ne croyons pas dans les hommes providentiels. Au Congo, nous croyons dans un peuple providentiel. La preuve, c'est que quasiment tout le monde, toutes les tendances politiques ont déjà été au pouvoir dans ce pays. Pourtant, nous continuons à nous plaindre. Mais, parce que vous demandez qu'on renforce, qu'on donne un peu plus de temps au président, pas un mandat à vie. Évidemment, pendant qu'ailleurs, la tendance est plutôt à la baisse. Au Sénégal, on trouve le septennat, Macky Sall le ramène à 5 ans. Aux États-Unis, on est à 4, ailleurs 5. La tendance est autour des 4-5. Pourquoi nous, on doit offrir une éternité à un président? Il ne s'agit pas de l'éternité. Je vous rappelle que la France a fait 200 ans de septennat avant de passer au quinquennat. C'est après avoir atteint ses objectifs de développement. Ici, l'enjeu, il faut tenir ça en ligne de mire, l'enjeu, c'est de se développer. Et il nous faut des lois qui nous permettent d'aller vers le développement. Le développement, il passe par une certaine stabilité politique aussi, institutionnelle surtout. Il nous faut rendre les institutions actuelles beaucoup plus stables. Ce n'est pas que la démocratie qui donne le développement. On peut citer bon nombre de pays en émergence ou développés qui ne sont pas du tout des démocraties, mais qui ont
une chose en commun, c'est la stabilité institutionnelle. Voilà ce que nous visons. Il faut que les nouvelles règles de demain, la nouvelle constitution, garantisse une certaine stabilité institutionnelle pour nous permettre d'amorcer la route vers le développement. Donc bref, vous appelez à un dialogue, question de se mettre d'accord sur toutes ces réformes à engager qui pourraient passer éventuellement par un référendum. Bon, le terme, je ne sais pas si c'est celui-là, le dialogue, il s'agit ici plutôt d'un sursaut patriotique où tous les Congolais, en tout cas, doivent être impliqués dans ce changement-là. Ce n'est pas pour dialoguer autour des conflits ou comment nous allons gérer la nation dans l'immédiat ou le partage de postes. Il s'agit ici de faire un travail de fond sur ce que sera notre avenir commun à partir de 2028. Voilà. Alors appelez ça comme vous voulez, mais pour nous c'est... Ça peut s'appeler dialogue, pour parler, négociation directe, consultation, peu importe. Donc pour vous, l'idée d'Mbikaï n'a pas sa place et n'a pas votre soutien. Écoutez, c'est d'abord une idée, c'est notre idée. Hein. Je viens défendre notre idée. Hein. Maintenant, après, si l'honorable Mbikaï a eu son idée, et si elle rejoint la nôtre, je pense que j'ai donné les nuances qui sont les nôtres. Voilà, je ne pense pas que nous sommes à 100% dans la même ligne. Il a ses convictions, nous avons les nôtres et nous avons nos propres nuances. Maintenant, le plus important, à mon avis, c'est que cela soit fait. Nous avons peut-être un obstacle, celui de l'état de siège qui interdit toute révision constitutionnelle. Il faudra réfléchir là-dessus parce que si nous ratons de faire cette élection, ce vote sur la nouvelle constitution en 2023, eh bien, nous sommes partis pour plusieurs années encore dans les tergiversations actuelles et dans le sous-développement dans lequel nous sommes. Est-ce que le contexte actuel permet une bonne élection qui rassure tout le monde? Non, il faut être clair là-dessus. Aujourd'hui, nous le disions depuis toujours, il fallait une CENI consensuelle. C'était ça la première démarche. On n'a pas eu de CENI consensuelle, malheureusement. On n'a pas eu de CENI consensuelle, mais on a quand même eu un bureau de la CENI et il existe. Alors maintenant... Il est contesté par d'autres forces politiques. Contesté, je veux bien, mais il y a des contraintes légales qui ne peuvent plus permettre qu'on revienne en arrière. Parce qu'ils sont réputés indépendants. Je me demande dans quelle mesure, que ce soit le chef de l'État, le gouvernement ou le Parlement, vont eux revenir sur l'actuelle composition de la CENI. J'estime qu'il n'y a pas moyen, hein, du point de vue légal. Ils sont réputés indépendants à partir du moment où ils ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle. C'est la première chose. Mais ça n'empêche pas, quand même, qu'autour de cette équipe de la CENI, nous puissions construire le consensus. C'est ça le plus important. Et ce consensus, il est construit au travers de la loi électorale. Je crois, la loi électorale, en mettant comme priorité sur la loi électorale, c'est d'assurer la transparence des élections de 2023. Parce que pour nous, si le peuple attend le développement à partir de 2023, l'enjeu principal des élections de 2023, c'est-à-dire ce que le peuple, la manière dont le peuple veut voir ces élections se dérouler, c'est dans la transparence. Parce que je l'ai dit ici, le peuple n'attend plus rien de nouveau. Mais seulement, dans certaines élections passées, on a tous eu l'impression que le choix du peuple n'a peut-être pas été respecté. Tout simplement, je ne suis pas dans la ligne de ceux qui pensent que voilà, le pouvoir actuel a été volé à quelqu'un. Je ne dis pas ça, mais je dis qu'il y a des critiques qui sont tout à fait fondées lorsque des gens disent qu'il n'y a par exemple pas eu les détails des résultats qui avaient été publiés. C'est une opacité. Peu importe les résultats qui sont divulgués, mais à partir du moment où les détails ne sont pas publiés, il y a de l'opacité. Et donc, la loi électorale doit pouvoir garantir, par exemple, que les résultats détaillés seront publiés en 2023. Pour que chacun se rende compte, dans le coin où il est, dans le village, dans le quartier où il est, que là où j'ai voté, voilà qui était premier, voilà qui était deuxième, et que les choses soient claires. Ça, très bonne chose. La première chose que nous estimons être nécessaire pour les réformes de la loi électorale dans cette session des mars. Deuxièmement, bien sûr, la question du seuil, on peut discuter, nous sommes opposés au seuil, etc. Et nous pensons que tout cela doit se faire avec la participation d'un nouvel organe. Ça, c'est notre première proposition, la médiature de la République, qui vient remplacer le CNSA. Pourquoi? Parce que nous pensons que cette majorité, hélas, qui est aux ordres, vous verrez mercredi, lorsqu'on va inviter
le ministre de l'économie. Il ne tombera pas, parce que de toutes les façons, il y avait déjà eu des consignes qui étaient données. Donc, lorsque vous avez une telle majorité, cette majorité travaillera pour ses propres intérêts. Et donc, nous avons besoin d'un organe de conciliation de vues. Pas forcément un dialogue, mais un organe qui permette de concilier les vues de ceux qui sont contestataires et de cette majorité. Vous appelez ça la médiature de la République? Médiature de la République, pour permettre à ce que la loi électorale que nous aurons soit une loi qui contente tout le monde. Nous ne pouvons pas rater l'étape de la loi électorale, parce que si nous ratons l'étape de la loi électorale, eh bien nous aurons fait le lit des contestations préélectorales et post-électorales de demain, ce qui, hélas, va entretenir l'instabilité de nos institutions et donc le sous-développement. Ça serait dommage pour notre peuple. Mais comment faire autrement, sachant que tout va se traiter au Parlement et que l'union sacrée y est malheureusement ou heureusement majoritaire? Justement, l'union sacrée y est majoritaire, c'est pourquoi nous faisons cette proposition-là. Ensuite, il y a une opposition. Et je pense que cette opposition doit s'assumer. Elle doit, j'ai entendu une branche de l'opposition dire qu'ils ne vont plus aller dans la rue, etc. Bon, c'est leur choix. Mais je pense qu'il y a une principale force d'opposition. Elle doit pouvoir s'assumer, quitter des revendications qu'elle sait d'avance qu'elles ne sont pas possibles, aller vers un débat beaucoup plus objectif pour garantir la transparence en 2023 et les actions justement de mobilisation de terrain. Je crois que c'est sur ce terrain-là que les Congolais attendent l'opposition. Notre travail en tant que centristes, c'est de faire les propositions telles que nous le faisons et essayer de concilier les vues. On termine ici, vous avez été demandé de coter le pouvoir actuel. 3 ans après, combien sur 10 vous leur donnerez? À partir du moment où la sécurité, qui était la priorité de priorité, n'est pas effective, à partir du moment où tous les Congolais continuent de pleurer du point de vue social, je crois que la note, elle serait forcément négative, c'est clair. Et ça, ce n'est pas moi qui le dirais, c'est tous les Congolais qui le disent. Je suis médecin, je suis dans le peuple, je le côtoie tous les jours et je sais ce que les Congolais pensent. Combien sur 10? En tout cas, elle sera à moins de 5. Ce sera une note négative. Moins de 5. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. On a fini, sauf si vous avez un dernier message à passer à l'opinion qui nous a suivis. D'abord, je vous remercie, vous et tous les internautes et Congolais qui ont pris le soin, la peine de nous suivre. Le Centre, ce regroupement politique, veut injecter dans le débat public de nouvelles idées, un débat qui soit fait sur les idées et des propositions concrètes pour faire avancer notre pays. Nous voulons quitter la polémique. Et donc, nous vous invitons, parce qu'en ce moment, nous faisons une restructuration, nous invitons tous les Congolais qui sont intéressés à nous contacter, ils peuvent passer même par Jean-Pierre, pour adhérer. Nous sommes tout à fait ouverts. Merci bien. Merci, Dr Rodrigue Mama, porte-parole du Centre. Au retour, transmettez nos salutations au chairman, Germain Kambinga, qui ne veut plus nous accorder d'interview. On ne sait pas pourquoi. Je le fais sur votre plateau, il le fera. Merci beaucoup. Et merci au public, à tous ceux qui ont passé un excellent moment de télé à notre compagnie. On se retrouve prochainement, la prochaine émission, avec le doyen Diana sur la situation dans l'Est. Et je reviendrai pour débriefer pour vous sur les avantages et les inconvénients pour la RDC d'intégrer la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Salut!